C'est QFD, ce qu'il fallait décrypter. Deuxième partie de l'émission. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Toujours avec la fine équipe. Véronique Reitzoult, Olivia Grégoire, Céline Braque et Bruno Jeudi. Et vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Le hashtag CQFD iTélé. Tout de suite, la question de la semaine. Oh, qu'elle est heureuse, la vache cerise, cette année, plus que jamais. La crise des éleveurs, la primaire qui approche, tout cela, ça donne un grand marathon. Ils se sont tous bousculés au salon de l'agriculture. Pour quel résultat? Qui a gagné le match chez les Républicains? On va voir ça. Mais d'abord, Olivia, est-ce que c'est vraiment si important que ça de gagner les faveurs des agriculteurs aujourd'hui? Oui, Florent, c'est très important de ne pas considérer la vache cerise comme un élément folklorique. Folklorique, exactement. Je ne vais pas trop prendre de temps, mais évidemment, la ruralité, les fondamentaux de l'identité française, la France des campagnes, de Georges Duby, notre France à nous, a parmi ses fondamentaux et ses marqueurs dans la communication de notre nation, cet attachement très fort au milieu agricole. C'est un élément du storytelling de chacun, c'est un élément du storytelling national. Et donc oui, c'est extrêmement important. Ça l'est toujours en 2016, ça l'était déjà il y a quelques années. D'ailleurs, on a retrouvé des passages assez intéressants. En 1981, François Mitterrand fait un seul passage, pour le coup, au Salon de l'Agriculture, en période électorale. Et on voit ici les images de François Mitterrand en pleine campagne, en 81, qui se déplaçait déjà dans les allées du Salon de l'Agriculture. C'est donc, je dirais, un passage obligé à la fois du storytelling national, mais aussi de toute campagne électorale. Et comme le disait Barthes, le mythe est parole, et le mythe se partage. Parmi ceux qui ont partagé le mythe le plus joliment en concernant l'agriculture, il y a évidemment Jacques Chirac. On a retrouvé ces images de 2005, il y en avait bien d'autres et je ne doute pas que Bruno en aura aussi quelques-unes. Écoutons la phrase de Chirac en 2005, elle est très courte mais tellement agréable. Ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. C'est court, effectivement. C'est court mais efficace. Ce ne sont pas des bovins, ce ne sont pas des bovins, ce sont des chefs-d'œuvre. On touche là au mythe national et c'est très sincère lorsque Chirac dit ça. Des vaches, hein. Ouais. On touche pas au cul des vaches là. On touche pas au cul des vaches, on touche pas globalement au chef-d'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'en 2016, dans une époque assez troublée comme celle que nous traversons, dans le contexte actuel, et dans une France totalement en mutation, en tension entre le passé et l'avenir, c'est intéressant de voir que l'agriculture garde cette attirance, cette importance auprès des politiques. Oui, on parle d'avenir et de technologie et d'ubérisation de notre société. Non, ça n'est pas forcément contre le passé, et d'ailleurs on a fait un montage. C'est aussi ça, la France d'aujourd'hui, ce clocher au milieu des campagnes, qui se fait un peu ubériser entre les licornes et le coq de la French Tech. Comment préserver le mythe national dans un monde en plein bouleversement? C'est aussi le sens de l'attachement. Et je pense que l'identité en communication est toujours très importante quand on est dans un moment de mutation. Donc on revient à nos fondamentaux et à notre passé, à notre image de passé, parce que l'avenir est en tension. Le mélange de la prairie, du clocher, du berbe, Blablacar, la French Tech, etc. Effectivement, c'est assez difficile d'y voir une cohérence, mais c'est ce qui est en train de se jouer. Il y a eu la visite de François Hollande. On en a beaucoup parlé, Bruno. Voilà. C'était au retour du voyage que vous avez fait d'ailleurs avec lui, celle de Manuel Valls aussi. Mais finalement, cette semaine, on a surtout assisté au défilé des candidats à la primaire des Républicains. Oui, en fait, le premier round de cette primaire a eu lieu cette semaine au Salon de l'Agriculture. Ils sont tous venus d'ailleurs, hein. On va voir les images de ce défilé. Alors Bruno Le Maire, hein, pour croquer une pomme et poser aux côtés des beaux taureaux, hein. Il a passé 3 jours, vous voyez, le pull, chemise sans cravate, tranquille. Il a battu tous les records, hein. 3 jours, donc lui, il avait décidé de gagner la course. Ensuite, on a eu Nicolas Sarkozy, on va le voir à l'écran, hein, qui est resté 6h30. Hein. Alors c'est plus que lorsqu'il était président, ce qui est quand même assez rigolo. Il a fait le tour voilà, du salon de la ferme, il a tâté le cul des vaches comme disait autrefois Jacques Chirac, et puis il a même fini, alors là vraiment il s'est donné du mal, il a même fini par aller au stand des vins, certains l'ont vu tremper les lèvres dans un verre de vin. C'est vous dire qu'on est bien loin de l'époque où le même Nicolas Sarkozy se moquait des visites folkloriques de Jacques Chirac. Et puis on a eu François Fillon, hein, toujours dans le même style, alors en paysan sartois, sans cravate, avec le bronzage de ski avec les marques des lunettes qui va avec, hein, les marques des lunettes, et puis la bière, hein, chacun essaie de trouver sa marque. Et puis je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Alain Juppé, hein, le favori des
sondages, qui lui a donné de sa personne, puisqu'il a pris une chèvre, enfin un mouton dans ses bras, vous voyez, pas très à l'aise quand même, preuve que ces candidats à la primaire nous ont bien rendu chèvre cette semaine. Très bien. Oui, mais sauf qu'ils nous ont pas rendu mouton. Oui, pas rendu mouton. Alors bon, ça c'est le côté folklorique, Mais sur le fond, vous aurez remarqué, Brahim Florent, qu'ils nous ont pas dit grand-chose en même temps. Nicolas Sarkozy a bien promis un plan Marshall pour la ruralité, sans nous dire exactement comment il financerait les 10 milliards estimés par les spécialistes. Pas plus que son ancien ministre Bruno Le Maire, il est revenu sur l'affaire des quotas laitiers, qui avait été validée sous la présidence française de l'UE en 2008. Il n'est pas non plus revenu sur la loi de modernisation de l'économie, qui pose les bases d'un renforcement du poids de la grande distribution et des intermédiaires, ceux-là même justement à qui en veulent beaucoup les agriculteurs aujourd'hui. Sur cette question de l'agriculture, on a compris que c'était important électoralement. Quelles sont les personnalités, Céline, qui sont jugées les plus compétentes du côté des Républicains? Oui, c'est important électoralement. J'ajoute d'ailleurs que c'est 1 million d'électeurs et puis plus ce que disait Olivier, à tous les gens qui les apprécient. Et c'est quand même une population qui continue de voter plus à droite. 2 fois plus Nicolas Sarkozy, par exemple, au premier tour de 2012 que le reste de la population. Donc c'est un enjeu particulier pour les Républicains. Et en l'occurrence, alors parmi les 4 candidats officiels ou putatifs de sa primaire que nous avons testé, on leur demande qui sont les plus compétents en matière agricole pour trouver des solutions, pour sortir de la crise. Et alors, le premier, c'est Alain Juppé. Alors, il faut dire qu'Alain Juppé, 41%, il est porté vraiment par cette popularité, ce qui fait qu'un peu, quelle que soit la question qu'on pose sur Alain Juppé, si vous voulez, on dirait le plus fort en rap, ou je sais pas, ça, paf, Alain Juppé sortirait. Je suis pas sûr. Mais... En rap, je sais pas. Le favori pour la candidature américaine, ce serait lui aussi. Bon, bref. Mais vous voyez, alors, le plus intéressant dans ce classement, c'est la place de Bruno Le Maire. Parce que Bruno Le Maire, on n'a pas l'habitude, dans un classement des Républicains, de le voir en deuxième position. 26%, ça veut dire 10 points de plus que Nicolas Sarkozy. Et puis, c'est beaucoup plus, 14 points de plus que François Fillon. Et François Fillon, c'est celui avec qui il partage toujours, il se dispute la 3e place quand on fait des intentions de vote pour la primaire. Ça montre donc que Bruno Le Maire, certes, il y a des Français qui doivent se souvenir qu'il a été ministre de l'Agriculture et qu'il a donc plus de compétences, peut-être, techniques sur le sujet, mais que sa campagne de terrain très forte et à très forte connotation rurale, elle marque les esprits et qui gagne bien des points sur ce sujet agricole. Est-ce que ça donne la même chose, plus ou moins, sur les réseaux sociaux? On parle beaucoup du Salon de l'Agriculture à chaque fois, sur Twitter notamment. Qui remporte la palme? Alors en fait, déjà, ce qu'on a regardé, c'est donc ce fameux temps passé de chacun, parce qu'ils ont fait cette petite course au temps passé avec la palme pour Bruno Le Maire, comme on l'a dit. Donc on vous a rappelé l'ensemble des temps, sachant que le dernier record de temps passé consécutif, c'était François Hollande en 2012. Donc on s'est dit, on va regarder si le temps passé est en rapport avec la visibilité que l'on va avoir en ligne. Parce que si je passe beaucoup de temps, on va beaucoup parler de moi. Donc normalement, on va avoir un classement à peu près équivalent en ligne. Écoutez, force est de constater que non, puisque le champion, celui qui arrive en premier, le plus visible, avec plus de 35 000 messages, c'est François Hollande. On va dire que c'est un peu normal, c'est le président de la République. Il a du mal en même temps. Du mal avec quelques sujets. Arrive en deuxième, Nicolas Sarkozy, entre 6 000 et 8 000 messages, avec Manuel Valls. Et puis, vous avez sinon, en troisième position, Marine Le Pen, qui arrive entre 4 000 et 6 000 messages. Donc voilà, la grande gagnante, c'est plutôt elle, d'autant que si on regarde les commentaires, c'est plutôt négatif pour François Hollande, vous en doutez. Pour M. Sarkozy, c'est plutôt neutre. Pour Mme Le Pen, c'est plutôt positif. Donc globalement, elle est grande gagnante. Et alors étonnamment, l'ensemble des candidats à la primaire... Donc M. Juppé, M. Le Maire et M. Fillon sont en dessous des 1000 messages parce que fondamentalement leur visite en soi n'a pas mobilisé le public sur le web. C'est elle, Bruno, qui profite le plus. Je voulais juste vous dire ce qui se dit sur Marine Le Pen, parce que comme c'est positif, je voulais quand même regarder ce qui s'était dit autour d'elle. Et en fait, le sujet, c'est plutôt positif, mais elle a quand même un talon d'Achille, une faiblesse. Et on parle beaucoup de Bruxelles, de l'Europe. C'est la seule où ce sujet-là revient beaucoup. En fait, oui, elle a été plutôt bien accueillie. Oui, il y a des inconditionnels, mais ce sujet de Bruxelles, de l'Europe et de la politique européenne, c'est un vrai sujet pour Marine Le Pen face aux agriculteurs. C'est elle, Marine Le Pen, qui remporte le match du salon, Bruno? Oui, je rejoins Véronique sur ce point-là. C'est incontestablement, c'était l'attraction de ce salon 2016. Évidemment, Marine Le Pen, c'est le discours basique anti-européen qui plaît maintenant chez une
partie des agriculteurs, j'allais dire la partie la plus désespérée, celle qui n'attend plus grand-chose à la fois des gouvernements français et encore moins de Bruxelles. Alors Marine Le Pen, évidemment, ne fait pas dans la dentelle, hein, c'est plutôt le gros rouge qui tâche. On l'écoute, c'était au salon. Je propose que l'on mène la guerre contre le dumping social intra-européen qui est effectué avec l'accord de l'Union européenne et du commissaire européen. Vous me direz, on se pose la question, parce qu'on parle beaucoup de conflit d'intérêts. Il n'y a pas un conflit d'intérêts là concernant Phil Hogan? Parce que je sors de l'interprofession laitière. On sait très bien que l'Irlande a doublé sa production de lait parce qu'elle veut devenir la Nouvelle-Zélande de l'Europe. C'est marrant parce que M. Phil Hogan, il est irlandais. Vous ne croyez pas qu'il y a une relation de cause à effet? Qu'est-ce que vous avez... Alors bon, évidemment, pour séduire cette clientèle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réclamé et même promis la tête du commissaire européen chargé de l'agriculture, Monsieur Phil Hogan, un Irlandais. Hein. Donc on voit bien le discours anti-européen, le discours contre le dumping social. Elle reprend ces classiques qui vaut pour l'agriculture, mais qui valent aussi pour l'industrie. Alors c'était une longue visite, hein, on l'a dit, pour séduire un électorat où elle progresse, 20% à peu près en 2012, quand son père faisait 10% 5 ans plus tôt. Alors il avait fait déjà 22% en 2002, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est quand même un électorat captif. Elle progresse énormément dans la France rurale. L'analyse des résultats au régional le montre. Et ce qui est inquiétant pour les Républicains, qui ont longtemps été, j'allais dire, l'électorat traditionnel, et notamment la droite gaulliste, le réceptacle traditionnel des agriculteurs. J'allais dire, le temps des années Chirac est désormais bien loin avec cet électorat. Est-ce que ça veut dire, Céline, que des Français pensent que le Front National ferait mieux sur cette question agricole que le gouvernement? Alors oui, non, effectivement, le lien n'est pas si évident, parce que les agriculteurs, qui étaient une des populations réfractaires au Front National, alors avec les catholiques, avec les retraités, aujourd'hui, ils votent même un petit peu plus Front National que la moyenne des autres Français si on se réfère à la présidentielle. Donc elle avait déjà fait une bonne présidentielle, Marine Le Pen. Pour autant, ça ne veut pas dire que les Français considèrent que le Front National a trouvé la martingale en matière d'agriculture et que le Front National arrive, il fait tout de suite mieux que le gouvernement. C'est même pas du tout ça, puisque quand on pose cette question-là, est-ce qu'il ferait mieux, moins bien ou pareil, finalement, on a 40% de Français qui considèrent que le Front National ferait moins bien, 39% ni mieux ni moins bien. Donc, vous voyez, quand on additionne ces deux chiffres-là, ça fait une très forte majorité qui considère que le Front National ferait soit moins bien, soit ni mieux ni moins bien, et seulement 20% de mieux. Et cette question-là qu'on a posée sur le Front National, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on la pose sur les Républicains, parce que ça a été un sujet pas mal de la semaine sur, finalement, avec Nicolas Sarkozy, avec la fin des quotas laitiers, ça a créé des vrais problèmes aux agriculteurs. Et on voit que les Républicains, c'est pas tellement mieux. C'est-à-dire qu'on en a moins qui considèrent que les Républicains feraient moins bien, 14%, hein, tout à l'heure on était à 40%, mais vous voyez, on a une large majorité, 68%, qui considèrent finalement que les Républicains au pouvoir, ce serait pas mieux que le gouvernement. Vous voyez, sur cette politique agricole, les Français se posent pas mal de questions, pensent que c'est extrêmement difficile. On a bien un souhait d'alternance, mais pas parce qu'on se dit que la droite a toutes les solutions. C'est sûrement très lié aux personnalités avant tout. Tout de suite dans la peau de NKM. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis NKM et j'ai plus que jamais besoin de vos conseils. Après Juppé, Fillon, Copé, Mariton, Morano, Lefebvre, Poisson, Le Maire, c'est mon tour. J'annonce ma candidature à la primaire des Républicains et pas n'importe quel jour, le 8 mars, donc le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Évidemment, la date n'a pas été choisie par hasard et comme le veut désormais la tradition, mon livre sortira le lendemain. On commence à connaître un peu la musique. Voilà, comment réussir cette entrée en campagne, comment sortir du lot. Je suis NKM. Qu'est-ce que vous me conseillez? On commence par vous, Bruno. Je vous conseille de renoncer, Nathalie Kosciusko-Morizet, de ne pas connaître un nouvel échec après votre tentative ratée à être candidate à la présidence de l'UMP en 2012, votre échec au municipal à Paris. Vous êtes isolé, vous risquez de ne pas réunir les 20 parrainages nécessaires pour être candidate. Alors je pense que le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de vous concentrer sur votre tâche à Paris, remporter les municipales à Paris en 2020 et ensuite, à mon avis, votre avenir sera tout tracé pour aller jusqu'à l'Élysée. Ok, j'ai bien fait de vous faire venir. Merci Bruno. Je suis NKM. Qu'est-ce que vous me conseillez en termes de réseaux sociaux, Véronique, de stratégie numérique, digitale?
Alors moi, je vais vous dire que vous êtes quand même une des politiques qui a la posture et la réputation d'être la plus digital friendly. Vous êtes celle qui fait systématiquement les propositions les plus pertinentes, en tout cas, qui avaient le mieux compris cet univers-là. Donc on va dire que vous êtes au bon endroit et que vous avez une bonne base, vous avez une vraie communauté. Après, fondamentalement, vous l'utilisez peut-être pas assez pour changer votre image un peu bobo et un peu décalé. Et peut-être que vous pourriez utiliser vraiment les codes, puisque vous les connaissez, en essayant d'être sincère, un peu moins maîtrisé, un peu plus spontané, un peu plus direct, montrer que vous êtes une femme de terrain aussi, et finalement être dans la sincérité. Je suis NKM, justement, en termes de sincérité, de communication politique. Qu'est-ce que vous me conseillez, Olivia ? NKM, vous êtes une femme, tout le monde le sait, tout le monde le voit, on l'a toujours vu, et plutôt une jolie femme, une assez jeune femme aussi, une femme née dans les années 80, une femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Je serais un peu moins dur que Bruno. Je dirais, ne cherche pas, NKM, à jouer des armes des hommes. Tu as tes armes de femmes. La primaire est une primaire de mecs. Les quotas qui sont indiqués, effectivement, notamment 200 parrainages, c'est pas facile à atteindre. Ne joue pas le jeu des hommes, reste féminine. Ne rentre pas dans le jeu que tu joues souvent de la tueuse. On sait que tu es une tueuse, ça y est, tout le monde le sait. Donc un peu dans l'esprit de ce que disait Véronique, je dirais joue un peu plus la spontanéité. Et si je devais te positionner, Cruella, c'est pas forcément la meilleure posture. Prends un peu de la graine chez Christine Lagarde. Fermeté et féminité ne sont pas forcément antinomiques. Merci pour ces conseils. Je suis à NKM. Enfin, qu'est-ce que vous me conseillez, Céline ? Alors moi, comme Olivia, je pense que ce n'est pas parce que NKM est sur une niche, que vous êtes sur une niche, qu'il faut ne pas y aller, parce que finalement, c'est pas tellement le score qui compte dans cette histoire, c'est plutôt le fait d'y aller. Après tout, souvenez-vous de Manuel Valls avec la primaire de gauche. Alors en revanche, là où je suis d'accord avec Bruno, c'est qu'il y a un vrai problème de signature. Donc peut-être que plutôt que de renoncer, il faudrait peut-être retourner voir Nicolas Sarkozy. Alors c'est un peu cynique, mais franchement, c'est son allié objectif. Donc il a tout intérêt à ce qu'elle obtienne ses signatures. Ça fera tout ça de voix en moins pour Alain Juppé. Voilà, on suivra ça évidemment. Tout de suite, les winners et les losers de la semaine. Les winners, les losers, on va aller assez vite. On commence par vous, Bruno. Moi, c'est un tandem gagnant et japonais. Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, les Républicains et la maire socialiste de Paris, qui ont uni leurs forces pour aller à Tokyo et essayer de faire revenir les Japonais. Il faut revenir, ont-elles dit là-bas. Pourquoi ? Parce que depuis les attentats, il n'y a plus de Japonais quasiment à Paris. Or, il y en a 700 000 par an. Les avions de Japan Airlines sont suspendus jusqu'au 15 mars. Et je trouve que c'était bien vu de la part de deux responsables politiques qui ont dépassé leur clivage pour essayer de faire revivre Paris, le tourisme à Paris. Une belle image politique. Belle image politique. Assez rare, effectivement. Olivia, votre winner ou loser cette semaine ? C'est une winneuse qui malheureusement nous a quittés cette semaine. Donc c'est un top spécial pour Sophie Dessus, la députée de Corrèze, qui était une députée qui était assez appréciée au Palais Bourbon, qui a été notamment mise sous les feux des projecteurs grâce à Jacques Chirac, qui lui avait fait une séance de drague qui n'avait pas vraiment été du goût de Bernadette Chirac. C'était à la fois une députée qui savait être proche de Jacques Chirac, mais aussi qui était très loyale et fidèle à François Hollande, relativement appréciée dans l'hémicycle. Elle avait été agricultrice pendant de longues années. C'est une femme qui a monté les échelons de la politique par la politique locale et qui avait eu un épisode assez drôle avec Jacques Chirac qui lui avait fait une pichenette sur le nez lors d'une prise de parole politique. Et je voulais juste vous citer cette phrase en hommage à cette femme. On a parlé d'agriculture, on a parlé de féminité, on a parlé de journée de la femme et voilà ce qu'elle disait, Sophie Dessus. Quand j'étais sur les marchés, sur le terrain et dans les foires, j'ai aussi bénéficié d'une pichenette sur le nez d'un certain Jacques Chirac et un tout petit peu de mon travail quand même. Elle avait aussi beaucoup de modestie dans son boulot. Céline, winner ou loser cette semaine ? Un sujet plus anecdotique, une double lose pour la mairie de Reims. Un gâchis d'argent public et un gâchis d'œuvres d'art qui a été révélé par le journal L'Union. Alors c'était une exposition de street art et la municipalité a demandé à l'artiste Christian Guény, alias C215, de réaliser une œuvre sur un transformateur. Donc la voici. Seulement le service culture
préfecture n'a pas prévenu le service propreté et sa brigade anti-tag, qui Non. aussitôt est passé derrière et a effacé la peinture. Donc voilà ce que montre Dommage. le photo. Ah dommage, Dommage. bah, il n'y a plus d'œuvre. L'expo se tiendra quand même. Hein. Alors l'expo, et voilà, sachant que Christian Guillemot, il est très connu pour Oui. toutes ses pochoirs et ses fresques Oui. murales. On a vu à Port-au-Prince, à New Delhi, et puis beaucoup aussi aux États-Unis, à Brooklyn. Et justement, on termine avec vous et les États-Unis, Véronique. Moi aussi, je suis sur le plus anecdotique. En fait, je ne suis pas une spécialiste des élections américaines comme Régis, mais comme Régis n'était pas là, je me suis dit, voilà. Ah, Parce que je ne sais pas si vous savez, mais voilà, les candidats américains se mettent à parler de sujets assez importants, enfin des vrais sujets de fond en politique. Hein. Et donc, en fait, je vais vous laisser écouter. D'accord, on va se faire une idée. Il m'a attaqué sur mes mains. Personne ne m'avait jamais fait ça. Regardez mes mains. Sont-elles petites? Il parlait de mes mains et il a dit, si elles sont petites, quelque chose d'autre doit l'être aussi. Pourtant, je vous assure, il n'y a aucun problème. Voilà, on parle de tout, effectivement. Voilà, moi je pense que les C'est aussi une analyses de façon- Régis nous manquent. Aussi une façon de rendre hommage. Ça vole bas. Voilà, de rendre hommage à Régis Lefebvre. Allez, un petit plan au passage sur les talons d'Olivia, c'est possible ça, parce que ça mérite le détour quand même. Attention, attention. Hop Féminité là, et fermeté ne sont les- pas forcément antinomiques. Exactement. Allez, merci beaucoup. En tout cas, c'est QFD, c'est terminé. Merci beaucoup, Olivia. On retrouve Régis la semaine prochaine. Merci Emmanuel Fleury pour l'édition et à toute l'équipe en régie. Ciao à tous.